D'ailleurs, la jalousie est de ces maladies intermittentes dont la cause est capricieuse, impérative, toujours identique chez le même malade, parfois entièrement différente chez un autre. Il y a des asthmatiques qui ne calment leur crise qu'en ouvrant les fenêtres, en respirant le grand vent, un air pur sur les hauteurs. D'autres en se réfugiant au centre de la ville dans une chambre enfumée. Il n'est guère de jaloux dont la jalousie n'admette certaines dérogations, tel consent à être trompé pourvu qu'on le lui dise, tel autre pourvu qu'on le lui cache, en quoi l'un n'est guère moins absurde que l'autre, puisque si le second est plus véritablement trompé en ce qu'on lui dissimule la vérité, le premier réclame, en cette vérité, l'aliment, l'extension, le renouvellement de ses souffrances. Bien plus, ces deux manies inverses de la jalousie vont souvent au-delà des paroles qu'elles implorent ou qu'elles refusent des confidences. On voit des jaloux qui ne le sont que des femmes avec qui leur maîtresse a des relations loin d'eux, mais qui permettent qu'elles se donnent à un autre homme qu'eux, si c'est avec leur autorisation, près d'eux, et sinon même à leur vue, du moins sous leur toit. Ce cas est assez fréquent chez les hommes âgés, amoureux d'une jeune femme. Ils sentent la difficulté de lui plaire, parfois l'impuissance de la contenter, et plutôt que d'être trompés, préfèrent laisser venir chez eux, dans une chambre voisine, quelqu'un qu'ils jugent incapable de lui donner de mauvais conseils, mais non du plaisir. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Ne laissant pas leur maîtresse sortir seule une minute dans une ville qu'ils connaissent, ils la tiennent dans un véritable esclavage, mais ils lui accordent de partir 1 mois dans un pays qu'ils ne connaissent pas, où ils ne peuvent se représenter ce qu'elle fera. J'avais, à l'égard d'Albertine, ces deux sortes de manies calmantes. Je n'aurais pas été jaloux si elle avait eu des plaisirs près de moi, encouragés par moi, que j'aurais tenu tout entier sous ma surveillance, m'épargnant par là la crainte du mensonge. Je ne l'aurais peut-être pas été non plus si elle était partie dans un pays inconnu de moi et assez éloigné pour que je ne puisse imaginer ni avoir la possibilité et la tentation de connaître son genre de vie. Dans les deux cas, le doute eût été supprimé par une connaissance ou une ignorance également complète. La décroissance du jour, me replongeant par le souvenir dans une atmosphère ancienne et fraîche, je la respirais avec les mêmes délices qu'orphée l'air subtil, inconnu sur cette terre des Champs-Élysées. Mais déjà la journée finissait, et j'étais envahi par la désolation du soir. Regardant machinalement à la pendule combien d'heures se passeraient avant qu'Albertine rentrât, je voyais que j'avais encore le temps de m'habiller et de descendre demander à ma propriétaire, Madame de Guermantes, des indications pour certaines jolies choses de toilette que je voulais donner à mon amie. Quelquefois, je rencontrais la duchesse dans la cour, sortant pour des courses à pied, même s'il faisait mauvais temps, avec un chapeau plat et une fourrure. Je savais très bien que pour nombre de gens intelligents, elle n'était autre qu'une dame quelconque, le nom de duchesse de Guermantes ne signifiant rien, maintenant qu'il n'y a plus de duché ni de principauté. Mais j'avais adopté un autre point de vue dans ma façon de jouir des êtres et des pays. Tous les châteaux des terres dont elle était duchesse, princesse, vicomtesse, cette dame en fourrure, bravant le mauvais temps, me semblait les porter avec elle, comme des personnages sculptés au linteau d'un portail, tiennent dans leurs mains la cathédrale qu'ils ont construite ou la cité qu'ils ont défendue.
Mais ces châteaux, ces forêts, les yeux de mon esprit seuls pouvaient les voir dans la main gauche de la dame en fourrure, cousine du roi. Ceux de mon corps n'y distinguaient les jours où le temps menaçait qu'un parapluie dont la duchesse ne craignait pas de s'armer. On ne peut jamais savoir, c'est plus prudent. Si je me trouve très loin et qu'une voiture me demande des prix trop chers, pour moi, les mots « trop cher » dépassaient mes moyens, revenaient tout le temps dans la conversation de la duchesse, ainsi que ceux « je suis trop pauvre », sans qu'on pût bien démêler si elle parlait ainsi parce qu'elle trouvait amusant de dire qu'elle était pauvre, étant si riche, ou parce qu'elle trouvait élégant, étant si aristocratique, tout en affectant d'être une paysanne, de ne pas attacher à la richesse l'importance des gens qui ne sont que riches et qui méprisent les pauvres. Peut-être était-ce plutôt une habitude contractée d'une époque de sa vie où, déjà riche, mais insuffisamment pourtant, eu égard à ce que coûtait l'entretien de tant de propriétés, elle éprouvait une certaine gêne d'argent qu'elle ne voulait pas avoir l'air de dissimuler. Les choses dont on parle le plus souvent en plaisantant sont généralement au contraire celles qui ennuient, mais dont on ne veut pas avoir l'air d'être ennuyé, avec peut-être l'espoir inavoué de cet avantage supplémentaire que, justement, la personne avec qui on cause, vous entendant plaisanter de cela, croira que cela n'est pas vrai. Mais le plus souvent, à cette heure-là, je savais trouver la duchesse chez elle, et j'en étais heureux, car c'était plus commode pour lui demander longuement les renseignements désirés par Albertine. Et j'y descendais sans presque penser combien il était extraordinaire que chez cette mystérieuse Madame de Guermantes de mon enfance, j'allasse uniquement afin d'user d'elle pour une simple commodité pratique, comme on fait du téléphone. Instrument surnaturel devant les miracles duquel on s'émerveillait, jadis, et dont on se sert maintenant sans même y penser pour faire venir son tailleur ou commander une glace. Les brimboriaux de la parure causaient à Albertine de grands plaisirs. Je ne savais pas me refuser de lui en faire chaque jour un nouveau. Et chaque fois qu'elle m'avait parlé avec ravissement d'une écharpe, d'une étole, d'une ombrelle, que par la fenêtre ou en passant dans la cour, de ses yeux qui distinguaient si vite tout ce qui se rapportait à l'élégance, elle avait vu au cou, sur les épaules, à la main de Madame de Guermantes, sachant que le goût naturellement difficile de la jeune fille, encore affiné par les leçons d'élégance que lui avait été la conversation d'Elstir, ne serait nullement satisfait par quelque simple à peu près, même d'une jolie chose qui la remplace aux yeux du vulgaire, mais en diffère entièrement. J'allais en secret me faire expliquer par la duchesse où, comment, sur quel modèle avait été confectionné ce qui avait plu à Albertine, comment je devais procéder pour obtenir exactement cela, en quoi consistait le secret du faiseur, le charme, ce qu'Albertine appelait le chic, le genre, de sa matière, le nom précis, la beauté de la matière ayant son importance et la qualité des étoffes dont je devais demander qu'on se servît. Quand j'avais dit à Albertine à notre arrivée de Balbec que la duchesse de Guermantes habitait en face de nous, dans le même hôtel, elle avait pris, en entendant le grand titre et le grand nom, cet air plus qu'indifférent, hostile, méprisant, qui est le signe du désir impuissant chez les natures fières et passionnées. Celle d'Albertine avait beau être magnifique, les qualités qu'elle recélait ne pouvaient se développer qu'au milieu de ces entraves que sont nos goûts, ou ce deuil de ceux de nos goûts auxquels nous avons été obligés de renoncer, comme pour Albertine le snobisme, et qu'on appelle des haines.
Celle d'Albertine, pour les gens du monde, tenait du reste très peu de place en elle et me plaisait par un côté esprit de révolution, c'est-à-dire amour malheureux de la noblesse, inscrit sur la face opposée du caractère français où est le genre aristocratique de Madame de Guermantes. Ce genre aristocratique, Albertine, par impossibilité de l'atteindre, ne s'en serait peut-être pas souciée. Mais s'étant rappelé qu'Elstir lui avait parlé de la duchesse comme de la femme de Paris qui s'habillait le mieux, le dédain républicain à l'égard d'une duchesse fit place chez mon amie à un vif intérêt pour une élégante. Elle me demandait souvent des renseignements sur Madame de Guermantes et aimait que j'allasse chez la duchesse chercher des conseils de toilette pour elle-même. Sans doute j'aurais pu les demander à Madame Swann, et même je lui écrivis une fois dans ce but, mais Madame de Guermantes me semblait pousser plus loin encore l'art de s'habiller. Si, descendant un moment chez elle, après m'être assuré qu'elle n'était pas sortie et ayant prié qu'on m'avertît dès qu'Albertine serait rentrée, je trouvais la duchesse ennuagée dans la brume d'une robe en crêpe de chine gris. J'acceptais cet aspect que je sentais dû à des causes complexes et qui n'eût pu être changé. Je me laissais envahir par l'atmosphère qu'il dégageait comme la fin de certaines après-midi ouatées en gris perle par un brouillard vaporeux. Si, au contraire, cette robe de chambre était chinoise, avec des flammes jaunes et rouges, je la regardais comme un couchant qui s'allume. Ces toilettes n'étaient pas un décor quelconque, remplaçable à volonté, mais une réalité donnée et poétique, comme est celle du temps qu'il fait, comme est la lumière spéciale à une certaine heure. De toutes les robes ou robes de chambre que portait Madame de Guermantes, celle qui semblait le plus répondre à une intention déterminée, être pourvue d'une signification spéciale, c'étaient ces robes que Fortuny a faites d'après d'antiques dessins de Venise. Est-ce leur caractère historique? Est-ce plutôt le fait que chacune est unique qui lui donne un caractère si particulier que la pose de la femme qui les porte en vous attendant, en causant avec vous, prend une importance exceptionnelle, comme si ce costume avait été le fruit d'une longue délibération, et comme si cette conversation se détachait de la vie courante comme une scène de roman. Dans ceux de Balzac, on voit des héroïnes revêtir à dessein telle ou telle toilette, le jour où elles doivent recevoir tel visiteur. Les toilettes d'aujourd'hui n'ont pas tant de caractère. Exception faite pour les robes de Fortuny. Aucun vague ne peut subsister dans la description du romancier, puisque cette robe existe réellement, que les moindres dessins en sont aussi naturellement fixés que ceux d'une œuvre d'art. Avant de revêtir celle-ci ou celle-là, la femme a eu à faire un choix entre deux robes, non pas à peu près pareilles, mais profondément individuelles chacune et qu'on pourrait nommer. Mais la robe ne m'empêchait pas de penser à la femme. Madame de Guermantes même me sembla à cette époque plus agréable qu'au temps où je l'aimais encore. Attendant moins d'elle que je n'allais plus voir pour elle-même, c'est presque avec le tranquille sans gêne qu'on a quand on est tout seul, les pieds sur les chenets, que je l'écoutais comme j'aurais lu un livre écrit en langage d'autrefois. J'avais assez de liberté d'esprit pour goûter dans ce qu'elle disait cette grâce française, si pure, qu'on ne trouve plus, ni dans le parler, ni dans les écrits du temps présent. J'écoutais sa conversation comme une chanson populaire, délicieusement et purement française. Je comprenais que je l'eusse entendu se moquer de Maeterlinck, qu'elle admirait d'ailleurs maintenant.
par faiblesse d'esprit de femme, sensible à ces modes littéraires dont les rayons viennent tardivement. Comme je comprenais que Mérimée se moqua de Baudelaire, Stendhal de Balzac, Pierre-Louis Courrier de Victor Hugo, Meillac de Mallarmé. Je comprenais bien que le moqueur avait une pensée bien restreinte auprès de celui dont il se moquait, mais aussi un vocabulaire plus pur. Celui de Madame de Guermantes, presque autant que celui de la mère de Saint-Loup, l'était à un point qui enchantait. Ce n'est pas dans les froids pastiches des écrivains d'aujourd'hui qui disent « au fait » pour « en réalité », singulièrement pour « en particulier », étonné pour « frapper de stupeur », etc., etc., qu'on retrouve le vieux langage et la vraie prononciation des mots, mais en causant avec une Madame de Guermantes ou une Françoise. J'avais appris de la deuxième, dès l'âge de 5 ans, qu'on ne dit pas le Tarn, mais le Tar. Pas le Béarn, mais le Béar. Ce qui fit qu'à 20 ans, quand j'allais dans le monde, je n'eus pas à y apprendre qu'il ne fallait pas dire, comme faisait Madame Bontemps, Madame de Béarn. Je mentirais en disant que ce côté terrien et quasi paysan qui restait en elle, la duchesse n'en avait pas conscience et ne mettait pas une certaine affectation à le montrer. Mais, de sa part, c'était moins fausse simplicité de grande dame qui joue la campagnarde et orgueil de duchesse qui fait la nique aux dames riches, méprisantes des paysans qu'elles ne connaissent pas, que le goût quasi artistique d'une femme qui sait le charme de ce qu'elle possède et ne va pas le gâter d'un badigeon moderne. C'est de la même façon que tout le monde a connu à Dives un restaurateur normand, propriétaire de Guillaume le Conquérant, qui s'était bien gardé, chose très rare, de donner à son hôtellerie le luxe moderne d'un hôtel et qui, lui-même millionnaire, gardait le parler, la blouse d'un paysan normand et vous laissait venir le voir faire lui-même dans la cuisine comme à la campagne, un dîner qui n'en était pas moins infiniment meilleur et encore plus cher que dans les plus grands palaces. Toute la sève locale qu'il y a dans les vieilles familles aristocratiques ne suffit pas. Il faut qu'il y naisse un être assez intelligent pour ne pas la dédaigner, pour ne pas l'effacer sous le vernis mondain. Madame de Guermantes, malheureusement spirituelle et parisienne, et qui, quand je la connus, ne gardait plus de son terroir que l'accent, avait, du moins quand elle voulait peindre sa vie de jeune fille, trouvé pour son langage, entre ce qui eût semblé trop involontairement provincial ou, au contraire, artificiellement lettré, un de ces compromis qui font l'agrément de la petite Fadette de George Sand ou de certaines légendes rapportées par Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe. Mon plaisir était surtout de lui entendre conter quelque histoire qui mettait en scène des paysans avec elle, les noms anciens, les vieilles coutumes, donnaient à ces rapprochements entre le château et le village quelque chose d'assez savoureux. Demeurer en contact avec les terres où elle était souveraine, une certaine aristocratie reste régionale, de sorte que le propos le plus simple fait se dérouler devant nos yeux toute une carte historique et géographique de l'histoire de France. S'il n'y avait aucune affectation, aucune volonté de fabriquer un langage à soi, alors cette façon de prononcer était un vrai musée d'histoire de France par la conversation. Mon grand-oncle Fitzjames n'avait rien qui étonnât, car on sait que les Fitz-James proclament volontiers qu'ils sont de grands seigneurs français et ne veulent pas qu'on prononce leur nom à l'anglaise. Il faut du reste admirer la touchante docilité des gens qui avaient cru jusque-là devoir s'appliquer à prononcer grammaticalement certains noms et qui brusquement, après avoir entendu la duchesse de Guermantes les dire autrement, s'appliquaient à la prononciation qu'ils n'avaient pu supposer.
Ainsi, la duchesse, ayant eu un arrière-grand-père auprès du comte de Chambord, pour taquiner son mari d'être devenu orléaniste, aimait à proclamer « Nous, les vieux de Frochendorf !» Le visiteur, qui avait cru bien faire en disant jusque-là « Frossedorf », tournait Casaco plus court et disait sans cesse « Frochendorf ». Une fois que je demandais à madame de Guermantes qui était un jeune homme exquis qu'elle m'avait présenté comme son neveu et dont j'avais mal entendu le nom. Ce nom, je ne le distinguais pas davantage quand du fond de sa gorge, la duchesse émit très fort mais sans articuler « C'est Léon, mon frère Robert. Il prétend qu'il a la forme du crâne des anciens Gallois. » Alors, je compris qu'elle avait dit « C'est le petit Léon, le prince de Léon, beau-frère en effet de Robert de Saint-Lô. » En tout cas, je ne sais pas s'il en a le crâne, ajouta-t-elle, mais sa façon de s'habiller, qui a du reste beaucoup de chic, n'est guère de là-bas. Un jour que de Josselin, où j'étais chez les Rohan, nous étions allés à un pèlerinage. Il était venu des paysans d'un peu toutes les parties de la Bretagne. Un grand diable de villageois du Léon regardait avec ébahissement les culottes beiges du beau-frère de Robert. « Qu'est-ce que tu as à me regarder? Je parie que tu ne sais pas qui je suis, lui dit Léon. Et comme le paysan lui disait que non, eh bien, je suis ton prince. Oh! Répondit le paysan en se découvrant et en s'excusant. Oh, je vous avais pris pour un Anglish. Et si, profitant de ce point de départ, je poussais madame de Guermantes sur les rangs, avec qui sa famille s'était souvent alliée, sa conversation s'imprégnait un peu du charme mélancolique des pardons. Et, comme dirait ce vrai poète qu'est Pampille, de l'âpre saveur des crêpes de blé noir cuites sur un feu d'ajonc. Du marquis du Lot, dont on sait la triste fin quand, sourd, il se faisait porter chez madame H, aveugle, elle comptait les années moins tragiques quand, après la chasse à Guermantes, il se mettait en chaussons pour prendre le thé avec le roi d'Angleterre, auquel il ne se trouvait pas inférieur et avec lequel, on le voit, il ne se gênait pas. Elle faisait remarquer cela avec tant de pittoresque qu'elle lui ajoutait le panache à la mousquetaire des gentilshommes un peu glorieux du Périgord. D'ailleurs, même dans la simple qualification des gens, avoir soin de différencier les provinces était, pour madame de Guermantes, rester elle-même un grand charme que n'aurait jamais su avoir une Parisienne d'origine. Et ces simples noms d'Anjou, de Poitou, de Périgord refaisaient dans sa conversation des paysages. Pour en revenir à la prononciation et au vocabulaire de madame de Guermantes, c'est par ce côté que la noblesse se montre vraiment conservatrice, avec tout ce que ce mot, à la fois d'un peu puéril, d'un peu dangereux, de réfractaire à l'évolution, mais aussi d'amusant pour l'artiste. Je voulais savoir comment on écrivait autrefois le mot Jean. Je l'appris en recevant une lettre du neveu de madame de Villeparisis, qui signe, comme il a été baptisé, comme il figure dans le Gotha, Géant de Villeparisis, avec la même belle H inutile, héraldique, telle qu'on l'admire, enluminée de vermillon ou d'outre-mer dans un livre d'heures ou dans un vitrail. Malheureusement, je n'avais pas le temps de prolonger indéfiniment ces visites, car je voulais, autant que possible, ne pas rentrer après mon ami. Or, ce n'était jamais qu'au compte-gouttes que je pouvais obtenir de madame de Guermantes les renseignements sur ses toilettes, lesquels m'étaient utiles pour faire des toilettes du même genre, dans la mesure où une jeune fille peut les porter, pour Albertine. Par exemple, madame, le jour où vous deviez dîner chez madame de Sainte-Verte, avant d'aller chez la princesse de Guermantes, vous aviez une robe toute rouge, avec des souliers rouges. Vous étiez inouï. Vous aviez l'air d'une espèce de grande fleur de sang, d'un rubis en flamme.
Comment cela s'appelait-il? Est-ce qu'une jeune fille peut mettre ça? La duchesse, rendant à son visage fatigué la radieuse expression qu'avait la princesse des Laumes quand Swann lui faisait jadis des compliments, regarda, en riant aux larmes d'un air moqueur, interrogatif et ravi, Monsieur de Bréauté, toujours là, à cette heure, et qui faisait tiédir sous son monocle un sourire indulgent pour cet amphigouris d'intellectuel, à cause de l'exaltation physique de jeune homme qui le lui semblait cacher. La duchesse avait l'air de dire « Qu'est-ce qu'il a? Il est fou !» Puis, se tournant vers moi d'un air câlin, « Je ne savais pas que j'avais l'air d'un rubis en flamme ou d'une fleur de sang, mais je me rappelle en effet que j'ai eu une robe rouge. C'était du satin rouge comme on en faisait à ce moment-là. Oui, une jeune fille peut porter ça, à la rigueur, mais vous m'avez dit que la vôtre ne sortait pas le soir. C'est une robe de grande soirée. Cela ne peut pas se mettre pour faire des visites. » Ce qui est extraordinaire, c'est que de cette soirée, en somme pas si ancienne, Madame de Guermantes ne se rappela que sa toilette, et eût oublié une certaine chose qui, cependant, on va le voir, aurait dû lui tenir à cœur. Il semble que chez les êtres d'action, et les gens du monde sont des êtres d'action minuscules, microscopiques, mais enfin des êtres d'action, l'esprit, surmené par l'attention à ce qui se passera dans une heure, ne confie que très peu de choses à la mémoire. Bien souvent, par exemple, ce n'était pas pour donner le change et paraître ne pas s'être trompé que Monsieur de Norpois, quand on lui parlait de pronostics qu'il avait émis au sujet d'une alliance avec l'Allemagne, qui n'avait même pas abouti, disait « Vous devez vous tromper, je ne me rappelle pas du tout. Cela ne me ressemble pas, car dans ces sortes de conversations, je suis toujours très laconique, et je n'aurais jamais prédit le succès d'un de ces coups d'éclat qui ne sont souvent que des coups de tête et dégénèrent habituellement en coups de force. Il est indéniable que dans un avenir lointain, un rapprochement franco-allemand pourrait s'effectuer et serait très profitable aux deux pays. Et la France n'en serait pas le mauvais marchand, je le pense. Mais je n'en ai jamais parlé, parce que la poire n'est pas mûre encore. Et, si vous voulez mon avis, en demandant à nos anciens ennemis de convoler avec nous en juste noces, je crois que nous irions au-devant d'un gros échec et ne recevrions que de mauvais coups. En disant cela, Monsieur de Norpois ne mentait pas. Il avait simplement oublié. On oublie, du reste. Vite, ce qu'on n'a pas pensé avec profondeur, ce qui vous a été dicté par l'imitation, par les passions environnantes. Elles changent, et avec elles se modifie notre souvenir. Encore plus que les diplomates, les hommes politiques ne se souviennent pas du point de vue auquel ils se sont placés à un certain moment, et quelques-unes de leurs palines dites tiennent moins à un excès d'ambition qu'à un manque de mémoire. Quant aux gens du monde, ils se souviennent de peu de choses. Madame de Guermantes me soutint qu'à la soirée où elle était en robe rouge, elle ne se rappelait pas qu'il y eut Madame de Chaussepierre, que je me trompais certainement. Or, Dieu sait pourtant si depuis les Chaussepierre avaient occupé l'esprit du duc et de la duchesse, voici pour quelle raison. Monsieur de Guermantes était le plus ancien vice-président du Jockey quand le président mourut. Certains membres du cercle, qui n'ont pas de relation, et dont le seul plaisir est de donner des boules noires aux gens qui ne les invitent pas, firent campagne contre le duc de Guermantes, qui, sûr d'être élu, et assez négligent quant à cette présidence qui était peu de choses relativement à sa situation mondaine, ne s'occupa de rien. On fit valoir que la duchesse était Dreyfusarde.
L'affaire Dreyfus était pourtant terminée depuis longtemps, mais 20 ans après, on en parlait encore. Et elle ne l'était que depuis 2 ans. Recevait les Rothschild, qu'on favorisait trop. Depuis quelque temps, de grands potentats internationaux, comme était le duc de Guermantes, à moitié allemand. La campagne trouva un terrain très favorable, les clubs jalousant toujours beaucoup les gens très en vue et détestant les grandes fortunes. Celle de Chaussepierre n'était pas mince, mais personne ne pouvait s'en offusquer. Il ne dépensait pas un sou. L'appartement du couple était modeste, la femme allait vêtue de laine noire. Folle de musique, elle donnait bien de petites matinées où étaient invitées beaucoup plus de chanteuses que chez les Guermantes, mais personne n'en parlait. Tout cela se passait sans rafraîchissement, le mari même absent, dans l'obscurité de la rue de la Chaise. À l'opéra, Madame de Chaussepierre passait inaperçue, toujours avec des gens dont le nom évoquait le milieu le plus ultra de l'intimité de Charles X, mais des gens effacés, peu mondains. Le jour de l'élection, à la surprise générale, l'obscurité triompha de l'éblouissement. Chaussepierre, 2e vice-président, fut nommé président du Jockey et le duc de Guermantes resta sur le carreau, c'est-à-dire 1er vice-président. Certes, être président du Jockey ne représente pas grand-chose à des princes de premier rang comme étaient les Guermantes, mais ne pas l'être quand c'est votre tour, se voir préférer un Chaussepierre à la femme de qui Oriane non seulement ne rendait pas son salut 2 ans auparavant, mais allait jusqu'à se montrer offensée d'être saluée par cette chauve-souris inconnue, c'était dur pour le duc. Il prétendait être au-dessus de cet échec, assurant d'ailleurs que c'était à sa vieille amitié pour Swann qu'il le devait. En réalité, il ne décolérait pas. Chose assez particulière, on n'avait jamais entendu le duc de Guermantes se servir de l'expression assez banale « bel et bien ». Mais depuis l'élection du Jockey, dès qu'on parlait de l'affaire Dreyfus, « bel et bien » surgissait. Affaire Dreyfus, c'est bientôt dit, et le terme est impropre, ce n'est pas une affaire de religion, mais bel et bien une affaire politique. 5 ans pouvaient passer sans qu'on entendît bel et bien si, pendant ce temps, on ne parlait pas de l'affaire Dreyfus. Mais si, les 5 ans passés, le nom de Dreyfus revenait, aussitôt bel et bien arrivait automatiquement. Le duc ne pouvait plus, du reste, souffrir qu'on parlât de cette affaire qui a causé, disait-il, tant de malheurs, bien qu'il ne fût en réalité sensible qu'à un seul, son échec à la présidence du Jockey. Aussi, l'après-midi dont je parle, où je rappelais à Madame de Guermantes la robe rouge qu'elle portait à la soirée de sa cousine, Monsieur de Bréauté fut assez mal reçu quand, voulant dire quelque chose par une association d'idées restées obscures et qu'il ne dévoila pas, il commença en faisant manœuvrer sa langue dans la pointe de sa bouche en cul de poule. À propos de l'affaire Dreyfus. Pourquoi de l'affaire Dreyfus? Il s'agissait seulement d'une robe rouge, et certes le pauvre Bréauté, qui ne pensait jamais qu'à faire plaisir, n'y mettait aucune malice, mais le seul nom de Dreyfus fit se froncer les sourcils jupitériens du duc de Guermantes. « On m'a raconté, dit Bréauté, un assez joli mot, ma foi très fin, de notre ami Cartier. » Prévenons le lecteur que ce Cartier, frère de Madame de Villefranche, n'avait pas l'ombre de rapport avec le bijoutier du même nom, ce qui du reste ne m'étonne pas car il a de l'esprit à revendre. « Ah, interrompit Oriane, ce n'est pas moi qui l'achèterai. Je ne peux pas vous dire ce que votre Cartier m'a toujours embêté, et je n'ai jamais pu comprendre le charme infini que Charles de la Trémoille et sa femme trouvent à ce raseur que je rencontre chez eux chaque fois que j'y vais.
Mayen dies, répondit Bréauté qui prononçait difficilement les C. Je vous trouve bien sévère pour Cartier. Il est vrai qu'il a peut-être pris un pied un peu excessif chez les Latrémoille, mais enfin c'est pour Charles une espèce, comment dirais-je, une espèce de fidèle acate, ce qui est devenu un oiseau assez rare par le temps qui court. En tout cas, voilà le mot qu'on m'a rapporté. Cartier aurait dit que si Monsieur Zola avait cherché à avoir un procès et à se faire condamner, c'était pour éprouver la sensation qu'il ne connaissait pas encore, celle d'être en prison. Aussi a-t-il pris la fuite avant d'être arrêté, interrompit Oriane, cela ne tient pas debout. D'ailleurs, même si c'était vraisemblable, je trouve le mot carrément idiot. Si c'est ça que vous trouvez spirituel... Mon Dieu, Maillard, Oriane, répondit Bréauté, qui, se voyant contredit, commençait à lâcher pied. Le mot n'est pas de moi. Je vous le répète tel qu'on me l'a dit, prenez-le pour ce qu'il vaut. En tout cas, il a été cause que Monsieur Cartier a été tonsé d'importance par cet excellent Latrémoille, qui, avec beaucoup de raison, ne veut jamais qu'on parle dans son salon de ce que j'appellerais, comment dire... les affaires en cours et qui était d'autant plus contrarié qu'il y avait là Madame Alphonse Rothschild. Cartier a eu à subir de la part de Latrémoille une véritable mercuriale. Bien entendu, dit le duc, de fort mauvaise humeur. Les Alphonse Rothschild, bien qu'ayant le tact de ne jamais parler de cette abominable affaire, sont Dreyfusards dans l'âme, comme tous les Juifs. C'est même là un argument ad hominem. Le duc employait un peu à tort et à travers l'expression ad hominem, qu'on ne fait pas assez valoir la mauvaise foi des Juifs. Si un Français vole, assassine, je ne me crois pas tenu, parce qu'il est Français comme moi, de le trouver innocent. Mais les Juifs n'admettront jamais qu'un de leurs concitoyens soit traître, bien qu'ils le sachent parfaitement, et se soucient fort peu des effroyables répercussions. Le duc pensait naturellement à l'élection maudite de Chaussepierre, que le crime d'un des leurs peut amener jusque... Voyons, Oriane, vous n'allez pas prétendre que ce n'est pas accablant pour les Juifs, ce fait qu'ils soutiennent tous un traître. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs. Mon Dieu, si, répondit Oriane, éprouvant avec un peu d'agacement un certain désir de résister au Jupiter tonnant et aussi de mettre l'intelligence au-dessus de l'affaire Dreyfus. Mais c'est peut-être justement parce qu'étant juifs et se connaissant eux-mêmes, ils savent qu'on peut être juif et ne pas être forcément traître et anti-français, comme le prétend, paraît-il, Monsieur Drummond. Certainement, s'il avait été chrétien, les Juifs ne se seraient pas intéressés à lui, mais ils l'ont fait parce qu'ils sentent bien que s'il n'était pas juif, on ne l'aurait pas cru si facilement traître, a priori, comme dirait mon neveu Robert. Les femmes n'entendent rien à la politique, s'écria le duc en fixant des yeux la duchesse. Car ce crime affreux n'est pas simplement une cause juive, mais bel et bien une immense affaire nationale, qui peut amener les plus effroyables conséquences pour la France, d'où on devrait expulser tous les juifs, bien que je reconnaisse que les sanctions prises jusqu'ici l'aient été d'une façon ignoble, qui devrait être révisée non contre eux, mais contre leurs adversaires les plus éminents, contre des hommes de premier ordre, laissés à l'écart pour le malheur de notre pauvre pays. Je sentais que ça allait se gâter, et je me remis précipitamment à parler robe. Vous rappelez-vous, madame, dis-je, la première fois que j'ai été aimable avec... La première fois que vous avez été aimable avec moi. La première fois que j'ai été aimable avec lui,
reprit-elle en regardant en riant Monsieur de Bréauté, dont le bout du nez s'amenuisait, dont le sourire s'attendrissait par politesse pour Madame de Guermantes, et dont la voix de couteau qu'on est en train de repasser fit entendre quelques sons vagues et rouillés. Vous aviez une robe jaune, avec de grandes fleurs noires. Mais mon petit, c'est la même chose, ce sont des robes de soirée. Et votre chapeau de bleuet, que j'ai tant aimé. Mais enfin, tout cela, c'est du rétrospectif. Je voudrais faire à la jeune fille en question un manteau de fourrure comme celui que vous aviez hier matin. Est-ce que ce serait impossible que je le visse? Non. Hannibal est obligé de s'en aller dans un instant. Vous viendrez chez moi et ma femme de chambre vous montrera tout ça. Seulement, mon petit, je veux bien vous prêter tout ce que vous voudrez, mais si vous faites faire des choses de calot, de doucet, de paquin, par de petites couturières, cela ne sera jamais la même chose. Mais je ne veux pas du tout aller chez une petite couturière, je sais très bien que ce sera autre chose, mais cela m'intéresserait de comprendre pourquoi ce sera autre chose. Mais vous savez bien que je ne sais rien expliquer. Moi, je suis une bête, je parle comme une paysanne. C'est une question de tour de main, de façon. Bon, pour les fourrures, je peux au moins vous donner un mot pour mon fourreur qui, de cette façon, ne vous volera pas. Mais vous savez que cela vous coûtera encore 8 ou 9 000 francs. Et cette robe de chambre qui sent si mauvais, que vous aviez l'autre soir, qui est sombre, duveteuse, tachetée, striée d'or comme une aile de papillon. Ah, ça, c'est une robe de Fortuny. Votre jeune fille peut très bien mettre cela chez elle. J'en ai beaucoup, je vais vous en montrer. Je peux même vous en donner si cela vous fait plaisir. Mais je voudrais surtout que vous vissiez celle de ma cousine Talleyrand. Il faut que je lui écrive de me la prêter. Mais vous aviez aussi des souliers si jolis. Était-ce encore du Fortuny? Non, je sais ce que vous voulez dire. C'est du chevreau doré que nous avions trouvé à Londres en faisant des courses avec Consuelo de Manchester. C'était extraordinaire. Je n'ai jamais pu comprendre comme c'était doré. On dirait une peau d'or. Il n'y a que cela avec un petit diamant au milieu. La pauvre duchesse de Manchester est morte, mais si cela vous fait plaisir, j'écrirai à Madame de Warwick ou à Madame Marlborough pour tâcher d'en retrouver de pareils. Je me demande même si je n'ai pas encore de cette peau. On pourrait peut-être en faire ici. Je regarderai ce soir. Je vous le ferai dire. Comme je tâchais autant que possible de quitter la duchesse avant qu'Albertine fût revenue, l'heure faisait, souvent, que je rencontrais dans la cour, en sortant de chez Madame de Guermantes, Monsieur de Charlus et Morel, qui allaient prendre le thé chez Jupien, suprême faveur pour le baron. Je ne les croisais pas tous les jours, mais ils y allaient tous les jours. Il est du reste à remarquer que la constance d'une habitude est d'ordinaire en rapport avec son absurdité. Les choses éclatantes, on ne les fait généralement que par à-coups. Mais des vies insensées, où le maniaque se prive lui-même de tous les plaisirs et s'inflige les plus grands maux, ces vies sont ce qui change le moins. Tous les 10 ans, si l'on en avait la curiosité, on trouverait le malheureux dormant aux heures où il pourrait vivre, sortant aux heures où il n'y a guère rien d'autre à faire qu'à se laisser assassiner dans les rues, buvant glacé quand il a chaud, toujours en train de soigner un rhume. Il suffirait d'un petit mouvement d'énergie un seul jour pour changer cela une fois pour toutes. Mais justement, ces vies sont habituellement l'apanage d'êtres incapables d'énergie. Les vices sont un autre aspect de ces existences monotones que la volonté suffirait à rendre moins atroces. Les deux aspects pouvaient être également considérés quand Monsieur de Charlus allait tous les jours avec Morel prendre le thé chez Jupien.
Un seul orage avait marqué cette coutume quotidienne. La nièce du giletier, ayant dit un jour à Morel, « C'est cela, venez demain, je vous paierai le thé. » Le baron avait avec raison trouvé cette expression bien vulgaire pour une personne dont il comptait faire presque sa belle-fille. Mais comme il aimait à froisser et se grisait de sa propre colère, au lieu de dire simplement à Morel qu'il le priait de lui donner à cet égard une leçon de distinction, tout le retour s'était passé en scène violente, sur le ton le plus insolent, le plus orgueilleux. Le toucher, qui, je le vois, n'est pas forcément allié au tact, a donc empêché chez vous le développement normal de l'odorat, puisque vous avez toléré que cette expression fétide de payer le thé à 15 centimes, je suppose, fit monter son odeur de vidange jusqu'à mes royales narines. Quand vous avez fini un solo de violon, avez-vous jamais vu chez moi qu'on vous récompensa d'un paix au lieu d'un applaudissement frénétique, ou d'un silence plus éloquent encore, parce qu'il est fait de la peur de ne pouvoir retenir, non ce que votre fiancé nous prodigue, mais le sanglot que vous avez amené au bord des lèvres. Quand un fonctionnaire s'est vu infliger de tels reproches par son chef, il est invariablement dégommé le lendemain. Rien, au contraire, n'eût été plus cruel à monsieur de Charlus que de congédier Morel. Et craignant même d'avoir été un peu trop loin, il se mit à faire de la jeune fille des éloges minutieux, pleins de goût, involontairement semés d'impertinence. Elle est charmante. Comme vous êtes musicien, je pense qu'elle vous a séduit par la voix, qu'elle est très belle dans les notes hautes, où elle semble attendre l'accompagnement de votre si dièse. Son registre grave me plaît moins, et cela doit être en rapport avec le triple recommencement de son cou étrange et mince, qui, semblant finir, s'élève encore en elle. Plutôt que des détails médiocres, c'est sa silhouette qui m'agrée. Et comme elle est couturière et doit savoir jouer des ciseaux, il faut qu'elle me donne une jolie découpure d'elle-même, en papier. Charlie avait d'autant moins écouté ses éloges que les agréments qu'il célébrait chez sa fiancée lui avaient toujours échappé. Mais il répondit à monsieur de Charlus. « C'est entendu, mon petit, je lui passerai un savon pour qu'elle ne me parle plus comme ça. » Si Morel disait ainsi « mon petit » à monsieur de Charlus, ce n'est pas que le beau violoniste ignorât qu'il eut à peine le tiers de l'âge du baron. Il ne le disait pas non plus comme eût fait Jupien, mais avec cette simplicité qui, dans certaines relations, postule que la suppression de la différence d'âge a tacitement précédé la tendresse. La tendresse feinte, chez Morel. Chez d'autres, la tendresse sincère. Ainsi, vers cette époque, monsieur de Charlus reçut une lettre ainsi conçue. « Mon cher Palamède, quand te reverrai-je? Je m'ennuie beaucoup après toi et pense bien souvent à toi. Pierre. » Monsieur de Charlus se cassa la tête pour savoir quel était celui de ses parents qui se permettait de lui écrire avec une telle familiarité, qui devait par conséquent beaucoup le connaître, et dont, malgré cela, il ne reconnaissait pas l'écriture. Tous les princes auxquels l'almanach de Gotha accorde quelques lignes défilèrent pendant quelques jours dans la cervelle de monsieur de Charlus. Enfin, brusquement, une adresse inscrite au dos l'éclaira. L'auteur de la lettre était le chasseur d'un cercle de jeu où allait quelquefois monsieur de Charlus. Ce chasseur n'avait pas cru être impoli en écrivant sur ce ton à monsieur de Charlus, qui avait au contraire un grand prestige à ses yeux. Mais il pensait que ce ne serait pas gentil de ne pas tutoyer quelqu'un qui vous avait plusieurs fois embrassé et vous avait par là, s'imaginait-il dans sa naïveté, donné son affection.
Monsieur de Charlus fut au fond ravi de cette familiarité. Il reconduisit même d'une matinée Monsieur de Vaugoubert afin de pouvoir lui montrer la lettre. Et pourtant, Dieu sait que Monsieur de Charlus n'aimait pas à sortir avec Monsieur de Vaugoubert, car celui-ci, le monocle à l'œil, regardait de tous les côtés les jeunes gens qui passaient. Bien plus, s'émancipant quand il était avec Monsieur de Charlus, il employait un langage que détestait le baron. Il mettait tous les noms d'hommes au féminin. Et, comme il était très bête, il s'imaginait cette plaisanterie très spirituelle et ne cessait de rire aux éclats. Comme, avec cela, il tenait énormément à son poste diplomatique, les déplorables et ricanantes façons qu'il avait dans la rue étaient perpétuellement interrompues par la frousse que lui causait au même moment le passage de gens du monde, mais surtout de fonctionnaires. « Cette petite télégraphiste, disait-il en touchant du coude le baron renfrogné, je l'ai connue, mais elle s'est rangée, la vilaine. Ce livreur des Galeries Lafayette, quelle merveille! Mon Dieu! Voilà le directeur des affaires commerciales qui passe, pourvu qu'il n'ait pas remarqué mon geste. Il serait capable d'en parler au ministre, qui me mettrait en inactivité, d'autant plus qu'il paraît que c'en est une. Monsieur de Charlus ne se tenait pas de rage. Enfin, pour abréger cette promenade qui l'exaspérait, il se décida à sortir sa lettre et à la faire lire à l'ambassadeur, mais il lui recommanda la discrétion, car il feignait que Charlie fût jaloux afin de pouvoir faire croire qu'il était aimant. Or, ajouta-t-il d'un air de bonté impayable, il faut toujours tâcher de causer le moins de peine qu'on peut. Avant de revenir à la boutique de Jupien, l'auteur tient à dire combien il serait contristé que le lecteur s'offusquât de peintures si étranges. D'une part, et ceci est le plus petit côté de la chose, on trouve que l'aristocratie semble, proportionnellement, dans ce livre, plus accusée de dégénérescence que les autres classes sociales. Cela serait-il qu'il n'y aurait pas lieu de s'en étonner? Les plus vieilles familles finissent par avouer, dans un nez rouge et bossu, dans un menton déformé, des signes spécifiques où chacun admire la race. Mais parmi ces traits persistants et sans cesse aggravés, il y en a qui ne sont pas visibles, ce sont les tendances et les goûts. Ce serait une objection plus grave, si elle était fondée, de dire que tout cela nous est étranger, et qu'il faut tirer la poésie de la vérité toute proche. L'art, extrait du réel le plus familier, existe en effet, et dans son domaine est peut-être le plus grand. Mais il n'en est pas moins vrai qu'un grand intérêt, parfois de la beauté, peut naître d'actions découlant d'une forme d'esprit si éloignée de tout ce que nous sentons, de tout ce que nous croyons, que nous ne pouvons même arriver à les comprendre, qu'elles s'étalent devant nous comme un spectacle sans cause. Qu'y a-t-il de plus poétique que Xerxès, fils de Darius, faisant fouetter de verges la mer qui avait englouti ses vaisseaux? Il est certain que Morel, usant du pouvoir que ses charmes lui donnaient sur la jeune fille, transmit à celle-ci, en la prenant à son compte, la remarque du baron, car l'expression « payer le thé » disparut aussi complètement de la boutique du giletier que disparaît à jamais d'un salon telle personne intime qu'on recevait tous les jours et avec qui, pour une raison ou pour une autre, on s'est brouillé ou qu'on tient à cacher et qu'on ne fréquente qu'au dehors. Monsieur de Charlus fut satisfait de la disparition de payer le thé. Il y vit une preuve de son ascendant sur Morel et l'effacement de la seule petite tâche à la perfection de la jeune fille. Enfin, comme tous ceux de son espèce, tout en étant sincèrement l'ami
de Morel et de sa presque fiancée, l'ardent partisan de leur union. Il était assez friand du pouvoir de créer à son gré de plus ou moins inoffensives piques, en dehors et au-dessus desquelles il demeurait aussi olympien qu'eût été son frère. Morel avait dit à monsieur de Charlus qu'il aimait la nièce de Jupien, voulait l'épouser, et il était doux au baron d'accompagner son jeune ami dans des visites où il jouait le rôle de futur beau-père, indulgent et discret. Rien ne lui plaisait mieux. Mon opinion personnelle est que payer le thé venait de Morel lui-même, et que par aveuglement d'amour, la jeune couturière avait adopté une expression de l'être adoré, laquelle jurait, par sa laideur, au milieu du joli parler de la jeune fille. Ce parler, ces charmantes manières qui s'y accordaient, la protection de monsieur de Charlus, faisaient que beaucoup de clientes, pour qui elle avait travaillé, la recevaient en amie, l'invitaient à dîner, la mêlaient à leurs relations, la petite n'acceptant du reste qu'avec la permission du baron de Charlus et les soirs où cela lui convenait. Une jeune couturière dans le monde, dira-t-on, quelle invraisemblance! Si l'on y songe, il n'était pas moins invraisemblable qu'autrefois Albertine va me voir à minuit, et maintenant vécut avec moi. Et c'eût peut-être été invraisemblable d'une autre, mais nullement d'Albertine, sans père ni mère, menant une vie si libre, qu'au début je l'avais prise à Balbec pour la maîtresse d'un coureur, ayant pour parente la plus rapprochée madame Bontemps, qui déjà, chez madame Swann, n'admirait chez sa nièce que ses mauvaises manières, et maintenant fermait les yeux, surtout si cela pouvait la débarrasser d'elle, en lui faisant faire un riche mariage où un peu de l'argent irait à sa tante. Dans le plus grand monde des mères, très nobles et très pauvres, ayant réussi à faire à leur fils un riche mariage, se laissent entretenir par les jeunes époux, acceptent des fourrures, une automobile, de l'argent d'une belle fille qu'elles n'aiment pas et qu'elles font recevoir. Il viendra peut-être un jour où les couturières, ce que je ne trouverai nullement choquant, iront dans le monde. La nièce de Jupien étant une exception, ne peut encore le laisser prévoir. Une hirondelle ne fait pas le printemps. En tout cas, si la toute petite situation de la nièce de Jupien scandalisa quelques personnes, ce ne fut pas Morel, car sur certains points, sa bêtise était si grande que non seulement il trouvait plutôt bête cette jeune fille, 1000 fois plus intelligente que lui, peut-être seulement parce qu'elle l'aimait, mais encore il supposait être des aventurières, des sous-couturières déguisées faisant les dames, les personnes fort bien posées qui la recevaient et dont elle ne tirait pas vanité. Naturellement, ce n'étaient pas des guermantes, ni même des gens qui les connaissaient, mais des bourgeoises, riches, élégantes, d'esprit assez libre, pour trouver qu'on ne se déshonore pas en recevant une couturière, d'esprit assez esclave aussi pour avoir quelque contentement de protéger une jeune fille que son Altesse, le baron de Charlus, allait, en tout bien tout honneur, voir tous les jours. Rien ne plaisait mieux que l'idée de ce mariage au baron, lequel pensait qu'ainsi Morel ne lui serait pas enlevé. Il paraît que la nièce de Jupien avait fait presque enfant une faute, et monsieur de Charlus, tout en faisant son éloge à Morel, n'aurait pas été fâché de le confier à son ami qui eût été furieux et de semer ainsi la zizanie. Car monsieur de Charlus, quoique terriblement méchant, ressemblait à un grand nombre de personnes bonnes qui font les éloges d'un tel ou d'une telle pour prouver leur propre bonté, mais se garderaient comme du feu des paroles bienfaisantes si rarement prononcées qui seraient capables de faire régner la paix.
Malgré cela, le baron se gardait d'aucune insinuation, et pour 2 causes. Si je lui raconte, se disait-il, que sa fiancée n'est pas sans tache, son amour-propre sera froissé, il m'en voudra. Et puis, qui me dit qu'il n'est pas amoureux d'elle? Si je ne dis rien, ce feu de paille s'éteindra vite. Je gouvernerai leur rapport à ma guise. Il ne l'aimera que dans la mesure où je le souhaiterai. Si je lui raconte la faute passée de sa promise, qui me dit que mon Charlie n'est pas encore assez amoureux pour devenir jaloux? Alors, je transformerai par ma propre faute un flirt sans conséquence et qu'on mène comme on veut en un grand amour. Chose difficile à gouverner. Pour ces 2 raisons, Monsieur de Charlus gardait un silence qui n'avait que les apparences de la discrétion, mais qui, par un autre côté, était méritoire, car se taire est presque impossible aux gens de sa sorte. D'ailleurs, la jeune fille était délicieuse, et Monsieur de Charlus, en qui elle satisfaisait tout le goût esthétique qu'il pouvait avoir pour les femmes, aurait voulu avoir d'elle des centaines de photographies. Moins bête que Morel, il apprenait avec plaisir les dames comme il faut qu'il la recevait et que son flair social situait bien. Mais il se gardait, voulant garder l'empire, de le dire à Charlie, lequel, vrai brute en cela, continuait à croire qu'en dehors de la classe de Violon et des Verdurins, seules existaient les Guermantes, les quelques familles presque royales énumérées par le baron, tout le reste n'étant qu'une lie, une tourbe. Charlie prenait ces expressions de Monsieur de Charlus à la lettre.